Flora? Oui, Ah, salut Flora, enchantée de te salut. recevoir ici sur ce live. Merci. Je suis ravie que tu aies pu te connecter bien et tout. J'avais un peu peur, donc c'est parfait. Donc ce que je disais avant de commencer, ouais, c'est que tu as écrit de nombreux livres et tu as fait de nombreuses thèses sur les céramistes, on peut dire la culture, je sais pas quel mot t'emploierais, et sur la place des femmes dans la céramique. Ah, Oui, oui, sur la culture professionnelle, ouais, on peut dire. ok. Et donc pourquoi, voilà, pourquoi, comment est-ce que tu t'es intéressée au Alors attends, céramisme? je vais poser le téléphone, ce sera mieux, ce sera plus stable pour les personnes qui regardent aussi. Ouais. Et hop, mince. Voilà, et vous me direz si jamais si c'est pas terrible. Alors, est-ce que tu peux le poser peut-être dans Voilà, l'autre sens, le dans l'autre téléphone? sens. Ouais. Ouais, alors ça va être compliqué dans l'autre sens parce que je peux pas le brancher. Attends, j'essaye quelque chose. Voilà. Eh bien, parfait. Voilà, C'est bon, ça c'est marche. tout bon. Donc, ouais, donc ce que je disais, oui, tu as écrit de nombreuses thèses sur le sujet des céramistes, sur leur place, sur la culture professionnelle de la céramique. Mais comment est-ce que toi, t'en es venu à t'intéresser aux céramistes? Alors, j'ai écrit une thèse, pas de Ouais, nombreuses thèses, mais une, ce qui est déjà beaucoup. En fait, j'ai commencé, j'ai fait un master de sociologie sur le travail des céramistes. Et ensuite, quand je me suis rendu compte que c'était un métier extrêmement intéressant parce que on pouvait étudier des logiques professionnelles, des logiques liées à la sociologie de l'art et de la culture, aussi des logiques liées plutôt à la sociologie politique sur les trajectoires, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier, comment on y rentre, comment on y reste. Voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant. J'ai découvert des facettes que je ne connaissais pas, bien que je sois fille de céramiste. ok, Euh, tes parents sont céramistes? voilà, mes deux parents sont céramistes et donc à l'origine, c'est parti un peu d'une curiosité que j'avais sur le milieu dans lequel j'avais grandi, qui me semblait être un milieu très intéressant, mais j'avais envie d'avoir un autre regard dessus, un regard sociologique. Et quand je me suis rendu compte que c'était effectivement, à mon sens, très intéressant, là, je me suis dit, je vais faire une thèse. Et donc, j'ai travaillé sur les céramistes en France. Entre 2009 et 2014, voilà, c'est une thèse que j'ai soutenue en 2014. Donc c'est aussi pour préciser que ce que je raconte, vu les changements extrêmement rapides qui se produisent dans ce métier, peut-être que ça peut paraître un peu daté, mais je fais confiance à tes followers pour savoir, Oui. pour essayer justement de comparer avec ce qu'ils et elles peuvent observer sur ce qui se passe aujourd'hui. Ok, super. Donc, on va déjà commencer par un axe que tu as travaillé, donc c'est la place des femmes dans la céramique. Après, Oui. s'il nous reste quelques minutes, en général, les interviews, elles durent entre 20 et 30 minutes. S'il nous reste quelques minutes, peut-être que tu vois, je te demanderai d'autres choses que je trouve aussi intéressantes, tu vois, sur le côté politique et sur le côté engagé du métier. Mhm. Donc, au niveau des places, de la place de la femme dans la céramique, quel est le profil, toi, que tu dégagé de ces études? Alors, le profil, disons que le profil général, le profil des femmes n'est pas très euh, correspond aussi à celui des hommes, en fait, et le profil. Bon, pour le dire assez rapidement, hein, évidemment, c'est très schématique, mais de manière schématique, on a des gens avec un capital culturel très important. Autrement dit, des gens qui ont un capital culturel, soit qui vient d'études, donc lié directement à un capital scolaire, qui ont des diplômes, qui sont assez qualifiés, soit un capital culturel qu'ils et elles ont hérité au cours de leur trajectoire. Par exemple, il y a une partie assez importante de céramistes qui a fait l'expérience de longs séjours à l'étranger, que ce soit pour apprendre la céramique ou pour voyager, enfin voilà. Donc c'est des gens qui ont un capital culturel assez important. Il y a pas mal de gens qui sont des reconvertis et des reconvertis pas de n'importe quel métier. C'est souvent des reconversions à partir d'un métier plutôt qualifié, à responsabilité.
Voilà, donc ingénieur, prof, kiné, voilà, tout ce type de profil, cadre, cadre dans l'industrie, etc. Sur le plan des valeurs, c'est des gens qui sont plutôt orientés à gauche et qui associent, qui donnent une grande importance à leur style de vie. Alors quand je parle de style de vie, c'est le lieu où on vit, mais c'est aussi les temporalités. Et en fait, tout ça, c'est en lien extrêmement étroit avec le choix du métier. Quand tu Donc, parles de temporalité, tu veux dire quoi, toi? le fait de pouvoir choisir ses temporalités. C'est-à-dire que quand on fait de la céramique, en fait, il y a aussi l'idée de pouvoir choisir le rythme de ses gestes. Donc là, je parle des temporalités très courtes, les rythmes de travail, le rythme des techniques, par rapport, par exemple, aux techniques, aux temporalités, aux rythmes contraints qu'on retrouve dans le monde de l'usine, le monde de l'entreprise, Ouais. avec des timings extrêmement resserrés. Et je parle aussi des temporalités de manière plus longue, en fait, à l'échelle de la trajectoire, du rythme de vie, du fait de pouvoir, par exemple, articuler le temps de travail avec le temps domestique et familial. Le fait de pouvoir consacrer une partie de son temps à ses enfants, à sa vie de famille, à pouvoir faire un peu de jardin si on a envie. Enfin voilà, c'est ce rapport au temps et à l'espace qui, en fait, qui fait que le métier n'est pas uniquement choisi parce que c'est la terre, parce que c'est l'argile. Ça joue énormément, mais pas que. Il y a aussi derrière un certain nombre de valeurs qui sont prônées, pardon. Et c'est pour ça que quand j'ai étudié ce métier, je me suis rendu compte que l'entrée dans le métier, elle s'accompagnait d'une quête d'alternative. Alors, c'est pas l'alternative à la même chose, hein, selon d'un individu à l'autre, mais globalement, il y a des grosses tendances alternatives par rapport à la ville, par rapport au rythme subi, au travail contraint, par rapport au monde de l'entreprise, par rapport parfois pour certains enquêtés à une opposition au capitalisme, hein, tout un ensemble de valeurs contre lesquelles ils sont pas forcément en accord. Ouais, Avec oui, ils lesquelles. voulaient se démarquer, quoi. Et, Ouais. euh, et justement, de ton retour, là, si on prend bah, toutes ces personnes qui se reconvertissent, et aujourd'hui, en fait, il y en a de plus en plus, est-ce que tu as pu faire un point, je sais pas, après quelques années ou quoi, de cette quête de valeur? Est-ce qu'ils y ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'au final, ils ont été déçus? Est-ce que tu as eu ce retour, toi? Alors, dans ma thèse, j'ai essayé de comprendre justement quelles étaient les conditions pour arriver, d'une part, à rester dans le métier, donc comment vivre longtemps dans ce métier, mais aussi comment vivre heureux. Mhm. Parce qu'en fait, on sait très bien que le travail indépendant n'est pas tout rose et que derrière l'autonomie, il y a aussi un certain nombre d'écueils, de sources de. Alors, il n'y a plus d'exploitation au sens salarial puisqu'on est son propre patron. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas On de ne s'exploite l'aliénation. pas tout seul. Voilà. Alors, on pourrait parler d'auto-exploitation, mais en fait, en termes économiques, on serait plutôt de l'auto-aliénation. Parce que on ne peut pas écouter toujours ses souffrances corporelles ou morales, parce qu'il faut maintenir l'activité pour arriver pardon, pour arriver à en vivre, parce qu'il y a une grande précarité économique. Parce que on se met la pression, parce que c'est très difficile de gérer à la fois justement l'unité domestique et l'unité professionnelle, et en particulier pour les femmes, dont on sait que il y a une plus grande propension à s'occuper du travail domestique, qui est un travail, qui n'est pas un travail salarié ni un emploi, au sens où ça ne génère pas de revenus et ça n'est pas déclaré avec un statut, mais le travail domestique est un travail. Donc voilà, il y a tout un tas de contraintes qui font que c'est pas évident de se maintenir dans ce métier-là. Euh, voilà, et donc je pourrais développer qui Et, justement arrive le mieux à se maintenir, et donc, mais est-ce que tu as vu, ouais, justement, tu disais, tu as essayé de chercher des clés pour rendre, voilà, de chercher ce qui pouvait rendre heureux et continuer à perdurer dans ce métier. Est-ce que tu as trouvé certaines redondances pour arriver à se maintenir, et pour être heureux?
pour être heureux. Ce qui, par exemple, alors je vais me centrer peut-être sur le cas, si tu veux bien, peut-être sur le cas des femmes en Hmm. fait, puisque c'est C'est l'objet le thème. Oui. du thème du jour. C'est le thème du jour. Et alors, en ce qui concerne, par exemple, les formes d'inégalité que j'ai pu relever entre hommes et femmes, et en particulier dans les couples de céramistes, donc là où on parle d'endogamie professionnelle, c'est-à-dire on fait une alliance matrimoniale ou affective avec quelqu'un qui fait le même métier. Donc, quand il y a des couples de céramistes, là, il y a plusieurs difficultés qui vont se poser. Enfin, je fais un petit détour. Hein, je parle d'abord de ces difficultés pour expliquer après comment on en sort. Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Il y a des formes, donc ce que j'ai appelé les formes d'invisibilisation du travail. Qui prennent plein de formes différentes. Là aussi, ça peut être une invisibilisation statutaire, le fait de ne pas être déclaré, ce qui arrive très souvent, hein, parce qu'il n'y a pas souvent un couple de céramistes n'a pas des revenus suffisants pour déclarer deux statuts. Là où c'est problématique, c'est que c'est souvent la femme Oui. qui du coup n'est pas déclarée. Ce qui pose de gros problèmes évidemment à long terme en termes de cotisation sociale et donc en termes De de droit à dépendance. la retraite par exemple et donc de dépendance dans le couple. Enfin voilà. Et donc avec des situations parfois un peu dramatiques de couples qui se séparent et puis de femmes qui n'ont pas droit à la retraite. Donc il y a cette invisibilisation-là, il y a une invisibilisation symbolique qui là peut avoir des répercussions plutôt psychologiques. Par exemple, le cas de couples qui travaillent à deux, mais quand il y a une exposition, c'est Mm. le céramiste qui est inscrit sur les cartons d'invitation. On parle du travail du céramiste, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt des invisibilisations du travail de la céramique. Il y a aussi des formes d'invisibilisation du travail domestique. Par exemple, les femmes s'occupent plus des enfants. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne s'en occupent pas. C'est très important de le dire. Mais dans les entretiens que j'ai réalisés, les femmes en parlent spontanément, tandis que les hommes euh, évoquent beaucoup moins ces problématiques d'articulation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent ou qu'ils n'y pensent pas. Ça veut dire que spontanément, ça n'est pas dans leur schéma. Voilà, c'est pas un automatisme de immédiatement prendre en compte cette donnée-là dans la manière de déployer sa carrière. Et puis enfin, il y a un certain nombre il y a de l'invisibilisation de tâches qui sont des tâches professionnelles, mais là c'est très important de le dire, c'est qu'en sociologie, on accorde une grande importance au fait qu'un métier, c'est pas une tâche. Un métier, c'est un faisceau de tâches avec des tâches plus ou moins nobles, plus ou moins gratifiantes. Et typiquement, dans le travail indépendant, les tâches, ce qu'on appelle le sale boulot en sociologie. Le sale boulot, c'est la paperasse, la comptabilité, voilà, l'achat de matériaux éventuellement, mais voilà, c'est tout ce genre de tâches. Et là, il y a une distribution qui est en général inégale au sein du couple entre ces tâches-là. C'est-à-dire que pour schématiser là aussi, ce sont en général les femmes qui font la comptabilité, la gestion, les paperasses, l'administratif. Et c'est en général quelque chose qui va être naturalisé, et y compris par les femmes et par les hommes, hein, les deux. C'est-à-dire que les hommes vont dire mais moi j'y comprends rien, j'y arrive pas, voilà. Euh, Sachant que le goût évidemment est socialement construit. Hein. On n'aime pas naturellement quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, ces tâches-là, par exemple aussi, j'ai oublié de mentionner, il y a tout ce qui concerne la logistique, quand il y a des stages ou des ateliers ou des cours à la maison. Oui, le fait de faire, Par exemple. de préparer à manger, le Voilà, fait de gérer l'arrivée, de faire en sorte que tout voilà, soit prêt et tout. Ouais. gérer l'accueil, etc. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce type de tâches, donc, qui font partie du sale boulot, ce sont des tâches en fait qui sont à la frontière du travail domestique et professionnel, où c'est les tâches entre guillemets les plus domestiques au sein du métier. Voilà. Et donc il y a toutes ces formes d'invisibilisation. Il y a aussi des disparités de revenus, par exemple, ce que j'ai pu montrer en faisant des études un peu, pour le coup, quantitatives, en essayant de quantifier les choses sur les revenus, c'est que les femmes, enfin,
parmi les céramistes qui gagnent 500 euros par mois ou moins, bah, ce sont essentiellement des femmes. Inversement, quand on s'intéresse aux revenus de la tranche de 1000 à 1500 euros qui sont générés uniquement avec les revenus tirés de l'activité de céramiste, à partir de la tranche 1000-1500 euros, là, on commence à avoir une majorité d'hommes. Et alors, si on prend l'ensemble des revenus, c'est-à-dire les revenus assurantiels, les revenus tirés d'une forme de diversification de l'activité, parce que beaucoup de céramistes diversifient leur activité, font d'autres activités professionnelles ou donnent des cours pour arriver à compléter leurs revenus. Quand on passe sur la tranche 1500-2000 euros, là, on a essentiellement des hommes. Voilà, donc pour tout un tas de raisons qui sont complexes, qui sont liées liées au fait que les femmes ont un temps de travail moindre, un temps de travail à l'atelier moindre parce qu'elles se consacrent justement plus de temps à d'autres tâches, les revenus sont moindres. Donc voilà, il y a tout un tas d'inégalités. Et ce que j'ai pu remarquer pour essayer pour le coup de répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, en fait, il y a il me semble qu'il y a plusieurs voies possibles et que l'une des voies possibles, c'est d'abord de sortir d'un schéma un peu binaire où il y aurait des victimes et des coupables. Pour plusieurs raisons, parce que c'est très dur de se reconnaître victime, surtout quand on a le profil d'une femme céramiste, qui est donc le profil de femmes qui en général sont extrêmement volontaires, qui ont déployé des quantités d'énergie énormes pour rentrer dans ce métier, parfois au prix d'une forme de déclassement social, c'est-à-dire qu'en gros, leur famille disait mais pourquoi tu fais de la céramique alors que tu as toutes les ressources et le profil pour faire autre chose de ta vie. Donc c'est des femmes qui en général ont dû se battre pour faire ce métier-là, qui ont pas mal de capital culturel, donc qui ont un sentiment d'autonomie extrêmement fort. C'est des femmes avec beaucoup de personnalité. Enfin voilà, donc c'est très compliqué de se reconnaître victime de quelque chose quand on a ce profil-là. C'est aussi compliqué de parler de victime et de coupable au sens où ça supposerait qu'il y ait une intentionnalité des hommes pour exercer de la domination. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça et les hommes payent aussi un coût à la domination, c'est-à-dire par exemple par le fait de devoir se conformer à tout un tas de représentation de la masculinité hégémonique, de l'homme fort, etc. Enfin, les hommes payent Oui, aussi ce quoi. prix-là. Voilà, il y a le fait de se conformer à ces stéréotypes masculins, féminins, ça a un coût pour tout le monde. Et puis, l'intérêt de sortir d'un schéma binaire comme ça, c'est aussi parce que moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées, enfin toutes, oui, là, comme ça, je n'ai pas en tête de cas qui s'écartent de ce chemin-là. C'est que dans les entretiens que je fais, les entretiens qualitatifs, les gens, et les femmes en particulier, n'emploient pas la rhétorique de la contrainte. Elles ne se sentent pas dominées ou contraintes. La rhétorique, c'est celle du choix, c'est celle de l'entraide, c'est-à-dire que c'est oui, mais moi j'entraide mon compagnon et en fait, on a construit notre projet de vie et notre projet professionnel comme ça. C'est la rhétorique de la complémentarité aussi. On se complète sur nos compétences respectives, etc. Et donc, sortir d'un schéma binaire victime-coupable, ça permet d'entrevoir cette complexité et de commencer à objectiver les choses, c'est-à-dire d'attribuer les tâches, d'essayer de compter, d'essayer de recenser, de regarder avec distance concrètement qui fait quoi, comment ça se passe, la répartition, mais sans culpabiliser personne, sans se culpabiliser soi-même. Sans se dire je suis nul, en fait, je me fais dominer, etc. Mais juste de commencer à regarder. Et en fait, l'objectivation, ça c'est valable pour tout un tas de situations en sociologie, objectiver les choses, recenser quel est le réel, comment ça se passe, objectivement. Objectiver les choses, c'est un premier pas pour arriver à faire différemment. Voilà. Et ça me semble extrêmement important.
Objectiver les choses, ça permet aussi de... Et là, j'en viens à un deuxième levier qui me semble très important, c'est l'expression qui permet la comparaison et qui permet de se désingulariser. C'est-à-dire que quand moi, je fais des entretiens avec des céramistes ou d'autres gens en sociologie, quand les gens se disent, mais en fait, ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre. Ah, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas juste propre à moi, à ma personnalité, mais c'est aussi lié à des schémas sociaux, à des dynamiques culturelles très fortes, très puissantes qui dépassent les individus. Tout d'un coup, ça permet de sortir de sa situation, ça permet de comparer et ça permet de trouver ensemble, bon, d'une part, de se déculpabiliser de certaines choses et puis d'autre part, de trouver ensemble des solutions. Donc l'expression, le partage, la collectivisation des problèmes, c'est un levier qui me semble extrêmement important et qui permet, pour le coup, de rectifier. Et là, j'en viens au troisième type de levier, c'est rectifier certaines inégalités. Et alors ça peut se faire dans différentes sphères. Ça peut se faire à l'échelle du foyer, par exemple, de renégocier des rôles, renégocier les tâches, renégocier parce que parfois, en fait, on se rend pas compte. Tout simplement, les choses sont naturalisées. Et c'est très compliqué de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais par contre, quand on s'en rend compte, là, on peut commencer à agir, à rectifier, à renégocier des choses pour plus d'équité. Ça peut se faire aussi à l'échelle collective, c'est-à-dire que dans les associations de professionnels, en fait, il n'y a pas vraiment d'espace dédié dédié aux questions de genre chez les céramistes. Et donc, que les associations s'emparent de cette question-là en disant, intéressons-nous à ce qui se passe, regardons, objectivons les choses, mettons en place, par exemple, des groupes de réflexion, comme il y a eu des groupes de réflexion sur les risques, je ne sais pas, liés à l'emploi de matériaux toxiques, par exemple. Ça peut être, il peut y avoir des cercles de réflexion liés à ces problématiques-là. Faisons attention, par exemple, quand on organise des expositions, faisons attention à promouvoir la place des femmes. Enfin voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent de créer plus d'équité. Et ça me semble intéressant de le dire, c'est qu'en fait, je pense que les questions d'égalité hommes-femmes, elles se déploient à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est déjà soi-même dans l'atelier, en tant que femme, dans sa propre pratique. Comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire et la place qu'on a, la place qu'on occupe, qu'est-ce qu'on fait, là aussi d'objectiver les choses à l'échelle de son atelier, de sa maison. Ensuite, ça se fait dans le face-à-face avec le conjoint ou la conjointe. Dans ce qu'on va appeler la maisonnée, c'est-à-dire un espace où on partage les ressources en temps, les ressources en argent. Si on partage, c'est bien d'en discuter. Donc, dans cette maisonnée-là, on peut aussi renégocier des choses. Et puis enfin, à l'échelle du groupe professionnel. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir un peu en fait les trois niveaux. Les différentes strates. Ouais, parce que en fait, la carrière, elle se déploie dans ces trois niveaux. C'est pas juste les individus responsables qui gèrent leur carrière tout seuls dans leur coin, dans leur atelier. C'est pas non plus que le groupe. Voilà, c'est trois pôles. Il faut voir les choses un peu comme un triangle avec l'atelier, le groupe professionnel et donc les instances collectives et puis l'unité domestique. Ouais, mais en tout cas, c'est très Voilà. intéressant et c'est vrai que tu vois, c'est vrai que ce problème, en fait, cette question de genre est rarement évoquée en fait nulle part, quoi. Même dans les magazines, dans les magazines de la céramique et même ouais, c'est pas un sujet, oui, qui est relevé au sein des céramistes. Mm, mm. Parce que je pense que c'est souvent naturalisé. Par exemple, quand on regarde, mais ça, c'est pour le coup, c'est pas du tout propre aux céramistes. Ouais. C'est très très largement partagé. Quand on regarde, c'est un exemple, mais le sentiment de légitimité euh, que peuvent avoir les femmes et les hommes par exemple, à mettre des prix élevés. Mm. Voilà, c'est quelque chose de très simple, mais le rapport à l'argent, il permet de montrer un certain nombre de choses. Il est très révélateur, en tout cas,
les femmes ont beaucoup plus de scrupules, de réflexivité, d'hésitation, de tergiversation à mettre un prix élevé à leurs pièces. Euh, de même que si on regarde le rapport un peu genré à la réussite professionnelle, aux formes de consécration, beaucoup de femmes disent oh, mais moi j'ai pas une personnalité voilà qui Remarquable. cherche à revendiquer, à ce qu'on me regarde, à être sous la lumière des projecteurs. Et donc elles disent mais voilà moi j'ai fait dans ma carrière, j'ai rencontré plusieurs femmes céramistes comme ça qui disaient moi dans ma carrière j'ai voulu que Pierre, Paul, Jacques, enfin voilà, le conjoint, ça m'a tenu à cœur qu'il puisse réussir, s'éclater dans son travail. Et moi aussi, je me suis éclatée, mais j'ai moins cherché la reconnaissance, j'ai moins cherché à faire d'exposition, voilà, mais ça m'a pas dérangé du tout. Parce que c'est moins dans mon trait de caractère de vouloir me mettre en avant. Voilà, mais c'est intéressant de remarquer que l'idée de se mettre en avant, voilà, c'est là encore, c'est comme le goût, c'est comme la question du goût, Oui, la c'est quelque chose que... propension à aimer. Ouais. Oui, c'est quelque chose qu'on... Après, ça, je connais pas les termes en sociologie, mais au final, c'est quelque chose qu'on t'inculque et qui te rentre depuis ton enfance, quoi. Voilà, en tout cas, on peut simplement constater qu'il y a une différence homme-femme dans ce rapport, ce goût pour la réussite, pour le dire assez schématiquement. Bon, super. Au niveau des femmes dans la céramique, comment est-ce qu'elles sont entrées dans la céramique? J'ai relayé un graphique il y a quelque temps où on montrait qu'au début des années 1900, c'était un métier principalement masculin et qui s'est beaucoup féminisé. Comment les femmes ont trouvé leur place? Alors, le métier, donc, pour rester vraiment sur le cas français, hein, Hmm. mais il y avait des femmes, en fait, il y avait des femmes au début du siècle, par exemple, mais simplement dans par exemple, les petites industries de paysannerie, des paysans potiers, c'est dans la division du travail qu'il y avait une différence genrée. Par exemple, les femmes faisaient beaucoup l'aisance, alors que c'était plutôt les hommes qui allaient chercher la terre dans les filons. Euh, En fait, la différence, l'entrée massive des femmes dans la céramique, moi, je l'ai située, alors là aussi, en quantifiant un petit peu, je l'ai située vraiment dans les années 80. Alors, avec simplement une réserve sur mes données, je précise, je prends une précaution, c'est que tout simplement, j'ai moins dans le questionnaire que j'ai fait passer, le questionnaire statistique, euh, j'ai moins de répondants de la part de personnes qui sont rentrées dans les années 60-70. Puisque ben, certains sont décédés. Ensuite, il y a, je pense, l'outil informatique qui rebute Hmm. plus, qui est moins accessible à des personnes âgées. Euh, donc voilà, il y a mécaniquement moins de répondants âgés, ce qui peut un petit peu biaiser les chiffres. Néanmoins, dans les chiffres que moi j'ai pu avoir, en gros, et qui sont suffisamment significatifs pour que je puisse en tirer des conclusions, ce que j'ai observé, c'est que entre 1970 et 79, en gros, on a un tiers de femmes pour deux tiers d'hommes. Donc de personnes qui s'installent à cette période-là. Ensuite, on a un équilibrage qui se fait dans les années 80, entre 80 et 89. On est quasiment à 50-50 au niveau des entrées dans le métier. Et surtout, on a une explosion, une féminisation du métier dans les années 90 et surtout 2000. C'est-à-dire que au moment où je fais mon enquête, donc 2011-2012, en fait, quand je demande qui est entré dans la céramique depuis les années 2000, là, on a 85% des répondants qui sont des femmes. Donc c'est vraiment une Ouais. écrasante majorité. Et donc c'est ce qui me permet de parler vraiment d'une féminisation du métier, ce qui recouvre en fait deux phénomènes. La féminisation, c'est le fait d'avoir une majorité de femmes, et c'est le cas aujourd'hui, on a une majorité de femmes. Euh, on est à peu près à deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Et enfin, en tout cas, au moment de mon enquête. Et une féminisation, c'est d'un point de vue dynamique. C'est d'un coup la croissance très importante d'entrée de femmes dans le métier. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, alors aujourd'hui, plutôt au moment où j'ai fait mon enquête, donc en Ouais, 2014, on va il y a dire, 10 ans. au moment où je finis ma
thèse il y a à peu près 10 ans. Globalement, la structure professionnelle était assez intéressante parce que on avait en gros une génération de ceux que j'ai appelés les bâtisseurs du métier, qui sont ceux qui ont construit les associations de professionnels, qui ont inventé les marchés de potiers, voilà, qui ont mis en place véritablement la culture professionnelle. Et donc, on a en gros des bâtisseurs masculins face à une génération de femmes de 35, 40 ans qui sont beaucoup plus jeunes et qui impulsent aussi d'autres dynamiques. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire ça veut dire que ça demande à la fois à cette génération de femmes et à cette génération de bâtisseurs de se questionner sur comment est-ce qu'on transmet les choses, comment est-ce qu'on accueille aussi cette culture professionnelle quand on rentre dans le métier. Oui, ou même quelquefois des différences de point de vue ou voilà, voilà, quelles sont en fait de quelle vision du monde on hérite, quelle vision du monde on transmet, quelle vision du métier. Quel rapport aux techniques aussi. Voilà, c'est pour ça que je parle de culture. C'est parce que le métier, c'est pas juste des techniques, c'est aussi une vision du monde associée à ces techniques-là. Ok, ok. Voilà. Bon, ben, super. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, comme on voyait, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans la céramique. Est-ce que tu aurais des conseils à leur transmettre? Est-ce que tu aurais des remarques particulières et des pistes de réflexion sur l'évolution de ce métier? Des remarques, des conseils, je sais pas. Alors déjà, peut-être ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire partager. Communiquer, partager ce qu'on vit, c'est, je pense, un des premiers leviers pour faire face à certaines difficultés, sortir de certaines ornières, désingulariser aussi ces difficultés, se rendre compte qu'elles sont parfois partagées. Euh, voilà, c'est aussi proposer des choses, c'est-à-dire que le droit à, et ça c'est valable pour toutes sortes de choses, mais le droit en général il s'obtient pas, il s'acquiert, il se prend, il se réquisitionne, il se Il faut se battre aussi voilà pour donc ce qu'on veut, quoi. voilà c'est ça. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas simplement objectiver des difficultés, mais aussi proposer des leviers pour y faire face. Et là aussi, quand je dis partager, c'est aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, les femmes d'agriculteurs sont les premières qui ont proposé de résoudre un certain nombre de difficultés en demandant à ce que le statut de conjoint collaboratrice soit créé. Et c'est comme ça qu'il a été créé en 1982. Et donc, en fait, les difficultés que peuvent rencontrer certaines femmes céramistes, en fait, c'est des difficultés que rencontrent aussi les femmes d'agriculteurs, par exemple, ou les femmes agricultrices. De la même manière que les difficultés que rencontrent les céramistes en général, hommes-femmes confondus, sur les difficultés à mener une activité d'indépendant, en fait, ce sont un peu les mêmes difficultés que rencontrent d'autres artisans ou d'autres artistes. Donc voilà, c'est aussi se documenter sur ce qui se fait ailleurs. Et là, la sociologie documente les choses très bien en termes de. Les sociologues du travail ont beaucoup travaillé sur les agriculteurs, les artisans, les artistes, etc. Donc voilà, ouvrir, exprimer, comparer. D'ailleurs, en comparant, est-ce que tu t'étais renseigné, toi, sur ce qui se fait dans d'autres pays? Est-ce que tu avais trouvé des choses intéressantes sur la pratique, sur le fonctionnement des céramistes dans d'autres pays? Alors il existe des choses, oui, sur les céramistes en particulier au Japon, il y a tout un tas de choses, notamment sur le fonctionnement communautaire des céramistes japonais. Il y a aussi tout un tas de choses plutôt des travaux sur les céramistes en Europe, mais là plutôt au niveau des associations de professionnels, des associations de métiers d'art au Portugal, en Italie, il existe des choses. Là, j'encadre une thèse d'une doctorante qui travaille sur les céramistes aux États-Unis.
Non, voilà, qui est encore une autre configuration parce ah, que c'est ça intéressant s'inscrit ça dans, aussi. voilà, dans un autre rapport à ce qu'ils appellent le folklore du métier de potier. Enfin voilà, il existe des choses, euh, mais plutôt, je dirais, plutôt dans une approche liée à l'esthétique. Oui, Voilà. Et sur ce qui concerne vraiment les conditions de travail, en tout cas à ma connaissance, peut-être qu'il existe des choses, hein, mais à ma connaissance, sur ce qui concerne les conditions de travail, enfin voilà, l'exercice du travail indépendant, l'exercice d'un travail artistique, là, je trouve que c'est intéressant d'aller voir d'autres métiers, mais à l'intérieur du cadre français. ok. Euh, voilà. Et puis pour finir aussi sur les conseils que je donnerais, c'est essayer de comprendre dans quel espace on met les pieds. Parce qu'en réalité, la réussite dans le travail indépendant, elle repose beaucoup sur la capacité à socialiser, on dit plutôt en sociologie, à tisser des liens avec d'autres personnes, à rentrer dans des réseaux, à être invité, enfin voilà, les céramistes le savent très bien, être invité sur des marchés de potiers, c'est lié évidemment à la compétence technique, à la qualité de ce qu'on fait, est-ce qu'on a un beau boulot de qualité, mais c'est aussi lié à la personnalité, à la manière dont on va être perçu. Est-ce que cette potière qui vient de s'installer, ah mais c'est une fille sympa, bon bah voilà, on va essayer de l'inviter sur le marché. Donc c'est pas, voilà, c'est aussi rentrer dans un métier, c'est aussi rentrer dans une culture professionnelle. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ce dont je me suis aperçue en faisant ma thèse, c'est que les jeunes céramistes, et en particulier les femmes, elles étaient très demandeuses de comprendre cette culture professionnelle. En général, elles étaient assez émerveillées de voir à quel point les céramistes plus âgés, plus anciens, avaient inventé des formes de commercialisation comme les marchés de potiers. Elles étaient très demandeuses de recevoir qu'on leur transmette toute cette culture-là. Et ce que je remarquais chez les potiers plus âgés, c'est que, en fait, eux étaient très demandeurs de transmission et très frustrés en fait quand ils avaient l'impression, à tort ou à raison, que les jeunes céramistes ne voulaient pas s'engager autant dans les structures. Il y avait voilà ce discours de aujourd'hui les jeunes ne s'engagent plus, ils sont moins politisés, etc., etc. Mais Et je suis d'accord, hein, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un clivage entre les deux générations. Ceux qui rentrent et qui vont plutôt faire partie de petits collectifs, mais pas forcément en fait de ce qui a été créé par ce que tu appelais les bâtisseurs, tu vois, comme les grandes associations de céramistes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réorganisation un peu à faire ou une écoute mutuelle. mm, mm, mm. Bah, je pense que c'est important parce qu'en réalité, à mon avis, hein, c'est pas des cultures qui sont contradictoires. Parce que c'est pas forcément axé sur les mêmes choses. C'est-à-dire que les jeunes céramistes, en tout cas à l'époque où j'ai fait ma thèse, ce que j'observais, c'est que il y avait, comme tu dis, des petits collectifs qui se montaient, souvent avec une approche pluridisciplinaire, avec des gens, des céramistes, des potières, des potiers qui disaient, bah, nous, on va faire un truc avec des graffeurs, avec de la danse, avec du théâtre, avec des arts plastiques, voilà. Mais c'est pas contradictoire avec la structuration collective qui est extrêmement importante pour pouvoir survivre et qui permet d'incarner la solidarité, l'entraide, le partage d'informations, la mutualisation de risques professionnels, Oui, et la même de nous mutualisation par des défendre groupements aussi. d'achat. Oui, et de Pardon? nous défendre aussi, tu vois, rien que pour des normes, pour les législations. Tu vois, Mm, mm, mm. j'avais reçu comme ça le collectif national qui nous défendait tu vois, qui défendait certaines valeurs et certaines, comment dire, ouais, certaines contraintes du métier qu'il fallait, tu vois, pour ne pas que certaines lois passent, quoi. Mm, mm. Oui, oui, c'est pour ça que c'est pas forcément, à mon sens, c'est pas contradictoire. Et c'est intéressant d'instaurer un dialogue et de combiner en fait ces évolutions les unes avec les autres. Bon, bah, super. Bon, bah, en tout cas, merci Flora pour ce partage qui était vraiment très très intéressant. Je Bah, n'ai pas tant partagé, mais il y a mieux. eu plein de remerciements, plein de petits mots qui disaient ouais, c'est intéressant, merci. Bah, en tout cas, merci. Si à l'occasion, quand tu auras fini de superviser la thèse,
ta thèse, ben, on est preneur pour pouvoir la lire. Ce serait top. Une comparaison États-Unis-France. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Vraiment. Bah, super, merci à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu postes, Ben, tout ce que tu j'essaie, tu vois, diffuses. j'essaie de promouvoir ben, la diversification, la diversité des points de vue dans la céramique, la diversité aussi des pratiques. Mhm. Et tu vois, et donc c'est le but de ces petits lives. Bah, bravo, c'est chouette de diversifier les médias aussi. Bon, ben, en tout cas, merci pour tout. Bonne journée et à bientôt, j'espère. Oui, salut! Bye bye.